J'ai l'air pas mal, mais en fin de compte, je suis ce que je n'aurais pas dû être. Je n'aurais pas dû être du tout ce que je suis, et je m'explique. J'ai été élevée chez les religieux catholiques. Et nous avons le plaisir d'entendre aujourd'hui le témoignage de Madeleine Testiller, que j'appelle Mado, qu'on appelle Mado, tous ses amis. Comme vous le savez, tout témoignage est précieux, chaque histoire est différente. Vous allez l'entendre, l'histoire de Madeleine est incroyable, et l'histoire de sa famille. Et on va déjà prévenir que son mari, Jo Testiller, avait écrit un livre témoignage sur sa vie dans les camps. Jo avait passé 4 ans dans les camps. 4 ans dans les camps, ce qui est assez rare. Et il détaille tout ce qui lui arrivait, et même la rencontre avec Mado après la guerre. À propos de ce livre, on m'entend là? Vas-y, comme ça. Ah bon? Et ouais. Ça sert à quoi? Ça, c'est pour la caméra. Ah ben d'accord. À propos de ce livre, je dois vous dire que j'ai peut-être une vingtaine ou une trentaine de livres qui ont été réédités en Israël. Là, vous m'entendez? Oui. Qui ont été réédités en Israël. Et je les distribuerai gratuitement à la fin, si les personnes sont intéressées pour le prix que je vous propose. Je suppose qu'il y aura des amateurs. Et je préfère vous les distribuer gratuitement plutôt que de les retrouver au marché aux puces un de ces jours. Voilà. Voilà, alors, on va commencer par le début. Madeleine, tu viens d'une famille polonaise. Tu es originaire, voilà, comme beaucoup dans le public, je crois qu'il y en a beaucoup, originaires de Pologne. Il faut le préciser aussi, nous allons recevoir aussi le témoignage à la fin de M. Perlmutter, qui nous fait le plaisir d'être ici, qui lui est un rescapé de Buchenwald. Alors, toi, ton histoire est différente, donc tu as eu d'abord une enfance heureuse. Compliquée, je suis née en France. Oui. Mais parle-nous d'abord de ce qui m'a intéressé, c'est que tu racontais que tu étais en France, dans le Marais, je crois, c'est ça? Voilà, rue du Temple, et que tu avais toi-même des préjugés antisémites. Un jour, on va commencer par cette histoire qui est incroyable, un jour tu reviens et tu dis à ta maman, Ça c'est embêtant ce truc-là, hein. Il n'y en a pas deux. C'est comme ça, proche de lui. J'étais en primaire, et la première alerte qu'il y a eu, on descend à la cave et je dis à ma mère, ça c'est les youpins qui nous font ça. Ma mère a dit, bon, pourquoi tu dis des choses comme ça? Et je dis, mais parce que toutes les petites filles dans la classe disent qu'on a la guerre, et si on a des alertes, c'est à cause des youpins. Je ne savais pas que j'étais youpine moi-même, je pensais que tous les enfants étaient comme moi, que tous les enfants faisaient les fêtes de Pessah et allaient de temps en temps à la synagogue, et ça ne m'est même pas venu à l'esprit que j'étais différente des autres. Voilà. Alors, on est pris par le temps. On a déjà eu l'occasion de faire une longue... Moi, je réponds. Tu réponds aux questions, d'accord. On va devoir aller vite sur son histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le père de Madeleine était engagé volontaire et qu'il était apatride, c'est-à-dire il n'était pas français, mais il était persuadé, lorsqu'il y a eu un appel, ce qu'on appelle la rafle des billets verts, hein, tu vas expliquer mieux que moi. Bon, on va passer par le commencement. Mon père a été engagé volontaire en 1939, il a fait son service militaire et il a reçu cette fameuse convocation des billets verts, vérification des papiers. Étant donné qu'il avait fait son service militaire et que son capitaine à l'époque lui avait dit « Mes enfants, vous êtes français », il a dit à ma mère, il n'y a pas de raison que je ne me représente pas pour vérification des papiers. Mon capitaine m'a dit que j'étais français. En réalité, il était ce qu'on appelle... J'ai du mal à le dire parce que c'est horrible. Il était apatride.
Et je trouve que ce mot apatride est affreux. Donc toujours est-il qu'il reçoit cette convocation des billets verts. Nous habitions à la République, convocation rue Beaubourg, et il n'est jamais ressorti de la rue Beaubourg. On lui avait dit à l'époque d'emporter un petit baluchon, et il a été envoyé à Pithiviers. Voilà, au camp de Pithiviers, qui est à peu près 80 km au sud de Paris, dans le Loiret. Il y avait 2 camps dans le Loiret, Renard-Hollande et Pithiviers. Voilà. Et alors, il y a une grande histoire de ta famille autour de ce camp, puisque, raconte-nous, ta mère voulait rencontrer ton père. Alors, ma mère allait voir de temps en temps mon père à Pithiviers pour lui apporter un colis. Et un jour, elle n'arrive pas à apporter le colis à mon père. Et elle prend le train et elle pleure. Une dame devant elle lui demande « Pourquoi vous pleurez, madame ?» Elle lui raconte son histoire, comme quoi son mari est à Pithiviers et qu'elle n'a pas pu lui apporter un colis dans le camp. Donc cette dame lui dit « Écoutez, madame, donnez-moi votre colis, je le ferai parvenir à votre mari. » Ma mère, ne risquant pas grand-chose, lui donne le colis et le colis arrive au camp de Pithiviers. Pourquoi ? Il s'est avéré que cette personne était lorraine. Elle s'appelait Schiffmacher et les Lorrains étaient pris pratiquement d'office pour avoir certaines tâches qui étaient attribuées même aux Allemands et qui étaient considérées comme des Allemands. Donc on avait pris ce monsieur qui était lorrain et qui était devenu gardien du camp de Pithiviers. Donc probablement qu'ils n'étaient pas d'accord et qu'il y avait des choses qui étaient en dehors de leur entendement. Donc ils ont fait venir ce colis à mon père. Ma mère a pris l'habitude de venir chez cette dame, elles sont devenues amies. Et quand ça commençait un petit peu à chauffer à Paris, ma mère a demandé à cette dame « Est-ce que vous pouvez garder mes 2 petites filles en pension, en nourrice ?» Donc je me retrouve avec ma sœur en nourrice chez un gardien du camp de Pithiviers. Donc je vais voir de temps en temps mon père au camp de Pithiviers et je vis au camp. Les Allemands viennent à la maison parce qu'il était considéré comme un Allemand. Ils viennent à la maison, ils voient ces 2 petites filles juives qui ne soupçonnent pas. Je vais à la messe, je vais à l'église, je porte une croix et je connais toutes mes prières par cœur de A à Z, insoupçonnable. Je suis scolarisée à Pithiviers. Donc je continue par la suite. Étant à Pithiviers, je ne sais pas combien de temps, toujours est-il qu'arrivent les vacances de juillet et que cette madame Schiffmacher dit à ma mère bah, « Les petites, elles vont venir vous voir à Paris. Au mois de juillet, c'est les vacances. Je porte déjà l'étoile jaune à Paris. Mais à Pithiviers, je ne la porte pas, je porte ma petite croix. Donc j'arrive à Paris au mois de juillet et malheureusement, la rafle du Veldiv. Donc je suis prise dans la rafle du Veldiv tout à fait par hasard parce que normalement, je ne devais pas être à Paris et je me trouve à Paris. Donc là, on peut continuer sur Pithiviers et je continue sur le Veldiv. Bah oui, le Veldiv, c'est quand même, ça me semble important. Déjà, il faut dire que il y a très peu de rescapés du Veldiv. Il n'y a aucun enfant qui est revenu. Aucun. Enfant déporté. Aucun enfant déporté est revenu. Il y en a certains qui se sont échappés. Moi, je suis là parce que j'ai une histoire que je vais vous raconter. Donc, on arrive au Veldiv, on reste quelques jours au Veldiv, et ma mère entend par hasard des bruits qui courent, sans vous raconter ce qui se passe au Veldiv, le sang, les cris, enfin, on peut épiloguer. Ce qui est très important de dire, je pense que beaucoup de gens le savent dans la salle, mais c'est que ceux qui sont venus arrêter ta maman et ta sœur, c'était la police française. Donc je me retrouve au Veldiv et il faut que je fasse un comeback en arrière. Quand on vient nous arrêter, ma mère à l'époque avait fait ce qu'on appelle une grande faute. Elle n'aurait pas dû le faire. Mes parents avaient déjà les moyens à l'époque, on avait une voiture, on avait le téléphone. Les Juifs n'avaient pas le droit au téléphone. Et elle n'a pas redonné ce téléphone, le téléphone, elle l'a gardé à la maison.
Entre-temps, on avait dit à ma mère, si vous fournissez, mes parents étaient fourreurs, donc si vous fournissez des machines et que vous commencez à faire des Canadiennes pour l'armée allemande sur le front russe, on fera sortir votre mari du camp de Pithiviers. Donc ma mère, pour faire sortir mon père du camp de Pithiviers, donne des machines. Elle commence à travailler pour cette usine qui se trouvait dans le 10e arrondissement, au 6 rue Martel, et qui s'appelait la maison Grundel. Donc je reviens maintenant à l'arrestation avec ce téléphone qu'elle n'avait pas redonné. Elle téléphone à cette usine où elle travaillait en leur disant « Vous n'avez absolument rien fait pour mon mari, faites quelque chose pour moi et mes enfants. » Et on raccroche. Donc on est embarqué dans les autobus, parce que j'abrège, on pourrait aller très loin, mais je sais que le laps de temps et que le sujet, c'est la résilience, en fin de compte. Le sujet aujourd'hui, c'est la résilience. Donc je ne peux pas m'étendre trop sur la déportation. Je vais quand même continuer un tout petit peu sur le vélodrome d'hiver. Donc je reviens à ma mère en temps au vélodrome d'hiver, comme quoi les premiers partants partiront pour le camp de Pithiviers. Ma mère est volontaire pour partir à Pithiviers, en espérant de pouvoir être internée là-bas, étant donné que nous connaissions le fameux gardien. Donc on nous emmène à la gare d'Austerlitz, dans ces fameux autobus, déjà dans des wagons à bestiaux. Déjà, au départ de la gare d'Austerlitz, dans les wagons à bestiaux, on roule, ben ça, je ne peux pas vous raconter tout parce que c'est trop. Toujours est-il qu'on passe devant la gare de Pithiviers, ma mère pleure, on ne s'arrête pas à Pithiviers. Donc elle est désespérée, elle écrit quand même un petit mot, comme quoi on nous embarque, elle adresse ça aux voisins, je fais une aparté, parce que ce petit mot est arrivé. Donc il y avait quand même des cheminots qui ont trouvé ce petit mot et ils l'ont apporté à un voisin. Et ma mère disait, on nous amène avec les enfants, je ne sais pas où. Toujours est-il, au lieu de s'arrêter à Pithiviers, on arrive au cours de Bonne-la-Rolande. Donc au lieu d'arriver à Pithiviers, on arrive à Bonne-la-Rolande. Le premier wagon qui débarque à Bonne-la-Rolande, c'est notre wagon. Le camp est vide. Nous sommes en juillet 1942. Il avait été vidé en juin 1942 avec le camp de Pithiviers. Les deux camps ont été vidés complètement des hommes. Et c'est nous qui faisons l'ouverture du camp de Bonne-la-Rolande. Donc il est vide, les baraques sont vides. On nous attribue une baraque. J'ai été déportée avec une famille qui vivait dans... Je parle de cette famille parce que je la mets à l'honneur à chaque fois. Avec une famille qui avait 2 enfants, un petit garçon qui était plus vieux que moi, il était un grand, il avait 9 ans, et une petite fille qui avait 4 ans, Régine. C'était des voisins, dans le même immeuble, nous habitions 114 rue du Temple. On se retrouve au vélodrome d'hiver avec cette famille, et à Bonne-la-Rolande avec cette famille. On nous amène dans une baraque, la baraque numéro 8, et on nous attribue 3 chalits, 3 lits pour 6 personnes. Donc ma sœur dort avec ma mère, cette dame dort avec la petite fille de 4 ans, et moi je dors avec le petit garçon de 9 ans. Et bon, les enfants sont les enfants. On est quand même peut-être trop jeune pour réaliser ce qui nous arrive. Et on joue plus ou moins dans le camp de baraque en baraque. Il y avait une baraque à côté de la nôtre qui était une baraque, probablement un ancien théâtre que les déportés hommes avaient fait. On s'amusait là-bas. Ma mère, qui avait commencé à faire ses preuves quand nous étions dans le train, avait commencé à répartir les choses. Dès qu'on est arrivé à Bonne-la-Rolande, ils l'ont nommée chef de cuisine. Donc elle se retrouve à la cuisine à Bonne-la-Rolande, ce qui nous donne une assiette de haricots en plus que les autres. Donc les difficultés commencent, l'époux commence au bout de très peu de temps. Bon, je ne vais pas raconter ça, ça vient trop loin, mais arrivé à un moment, un mot arrive au bureau de Bonne-la-Rolande
comme quoi on recherchait ma mère pour pouvoir travailler dans cette usine, qu'on avait besoin d'elle pour pouvoir faire ses canadiennes. Donc on ressort du camp de Pithiviers, du camp de Bonne-la-Rolande, avec un certificat que j'ai encore à la maison où il y a écrit « Autorisation de circuler après le couvre-feu ». Les Juifs avaient le droit de circuler à partir de 6 heures, de circuler avant 6 heures. Et à partir de 6 heures, c'était interdit. Nous, on avait eu un tampon comme quoi on avait le droit d'être en circulation 1 heure après le couvre-feu. Donc, on se retrouve à Paris et ma mère continue à travailler quelques semaines pour cette usine pour pouvoir donner le change. Entre-temps, elle avait dû contacter l'OSE. Donc l'OSE nous envoie chez une nourrice, parce que avant d'arriver chez cette nourrice, qui se trouvait à Vendôme, avant d'arriver à Vendôme, j'ai fait au moins, je ne sais pas, moi, 4-5 nourrices peut-être, avec 4-5 écoles primaires. Donc, comme je disais à Michael, les études étaient de briques et de broc. Je crois que... On en parlera. Oui, On en parlera après. Tu as parlé de tes voisins, là, les petits Lazare et... oui. Il faut raconter. Oui, ça c'est très important, tu as raison, merci de me le rappeler, et vraiment j'y tiens énormément. Quand on nous libère du camp de Bonne-la-Rolande, ma mère s'adresse à cette voisine qui était dans les mêmes conditions que nous, en lui disant « Donnez-moi la petite au moins, je vais pouvoir l'amener ». Et la mère nous dit « Il paraît qu'avec les enfants qui ont moins de 6 ans, on nous relâche ». Donc, elle n'a pas redonné cette petite fille. Toujours est-il que... Est-ce que vous savez que ce qui s'est passé à Bonne-la-Rolande et à Pithiviers, ça ne s'est pas passé ni en Allemagne, ni en Pologne, ni en Russie. Ces camps-là étaient gardés par des Français ou des Alsaciens, enfin des gens qui étaient dans l'obligation de le faire, mais qui le font quand même avec pas mal de zèle. On a séparé les mères et les enfants pendant plus d'1 mois. On a amené les mères à Auschwitz et dans différents camps, et les enfants sont restés tout seuls dans les camps de Bonne-la-Rolande et de Pithiviers. Après, ils ont été dirigés vers Drancy, mais ils sont restés plus d'1 mois sans les parents. Il y avait des bébés de quelques jours, des bébés de quelques mois, les plus grands avaient une dizaine d'années, et ils sont restés 1 mois sans les parents. Et ça ne s'est vu nulle part ailleurs. Les mères ont été arrosées avec des jets d'eau. Ils ont fait venir les pompiers, tellement les mères hurlaient pour se séparer des enfants. Les mères ont été séparées des enfants. Ça ne s'est fait qu'en France. Alors, bon là, pour Yom HaShoah, on est obligé de rappeler tout. Ces enfants ne sont jamais revenus. C'est pour ça que je tiens à parler d'eux, et j'aurais dû être à leur place avec eux. Et ils ne sont jamais revenus. Le petit garçon avait 9 ans, il s'appelait Lazare, et la petite fille s'appelait Régine. Voilà. Alors, je voulais, pour qu'on te connaisse un peu mieux, rappeler que tu es artiste peintre. Je suis peintre depuis toujours. Voilà, et que ça a commencé très tôt. Ça a commencé à la maternelle de la rue Chapon, parce que comme j'habitais à côté, la maternelle rue Chapon me faisait l'honneur de mettre mes tableaux. Ce qu'on appelait un tableau, c'était un tableau, un dessin, mais j'en avais dans le préau et dans la classe. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai des tableaux et je fais des tableaux. Et alors, est-ce que pendant la période de la guerre aussi, tu dessinais ? Je dessinais, oui, je dessinais au crayon, j'avais pas de peinture, j'avais rien du tout, mais j'ai toujours fait des dessins, toujours. Je suis née, je crois, avec un crayon à la main. Et alors, comment un enfant... Tu avais donc 8, 10 ans, 13 ans. À quel moment ? Oui, à quel moment ? Comment un enfant vit tous ces événements, la séparation du père, Alors écoute, le vécu, c'est difficile à dire, et
Pas tout le monde a le même vécu. Moi, j'ai une sœur qui fait des... et qui n'a pas du tout le même vécu. Moi, mon vécu, c'est que je pense que nous étions trop jeunes pour se rendre compte de la situation. Il y a une chose qui faisait que j'étais jalouse de certains enfants, parce que les parents venaient les chercher à l'école, et moi, j'en avais pas. J'avais ni grand-mère, ni tante, ni oncle, ni rien. Donc, je me sentais vraiment seule, et cette injustice, je la sentais énormément, et je la sens jusqu'aujourd'hui. Alors, ton papa a été donc déporté, il n'est jamais revenu. Et à quel moment tu as su qu'il n'allait pas revenir de déportation? Le camp s'est vidé au mois de juin 1942, parti en destination inconnue, et il n'est jamais revenu. Et j'ai toujours dit et entendu dire, ton père est mort à Auschwitz, Auschwitz, Auschwitz. Et un jour, avec mon mari, on décide de faire certains camps, parce que lui c'est un ancien déporté, et nous allons à Auschwitz. Et par curiosité, je vais à Auschwitz, au bureau d'Auschwitz, et je demande au bureau de recherche de retrouver le nom de mon père. Je dis le nom de mon père, et on retrouve le nom de mon père, et il est effectivement mort à Auschwitz. Donc j'ai le certificat de décès de mon père, il est mort au Canada, ça veut dire l'infirmerie, et il a été déporté au mois de juin, et il est mort au mois de novembre. Mais ça, tu l'as su donc bien plus tard, c'était quand? Bien longtemps après, peut-être 20 ans. Mais donc, après, je l'ai toujours attendu. Voilà, c'est ça ma question. Est-ce que tu faisais, on nous raconte, on montre dans le film là quelqu'un qui va à l'hôtel Lutetia pour... J'ai attendu mon père très longtemps, très longtemps. J'ai attendu mon père très longtemps. Tu espérais toujours qu'il revienne, que ce soit une erreur Toujours, et dès que je voyais... Parce que, comme beaucoup de petites filles, en fin de compte, j'étais amoureuse de mon père. C'était le plus beau papa, c'était vraiment... Et quand je voyais quelqu'un, un beau garçon, je disais, il est beau comme papa. Je crois que ton mari lui ressemblait un peu. Tout à fait. Ouais. Et bon, on peut vraiment raconter en détail tout ce qui t'est arrivé. Là, l'angle, vous savez, c'est important. On cherche toujours des nouveaux angles pour raconter la Shoah. Je le sais, moi, de par mon métier de réalisateur. On se connaît un petit peu. C'est très difficile, surtout pour les nouvelles générations. Il y a même un concept terrible, je ne sais pas si vous avez entendu, Shoah fatigue. Les publics en ont assez d'entendre parler, on croit toujours tout savoir, alors en fait, ça reste extrêmement complexe et il y a encore beaucoup de... Voilà. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur cette tragédie de la Shoah. Ce qu'ils disent dans le film, là, par exemple, ce qui est vrai, c'est que beaucoup de déportés ont voulu parler au départ et les gens n'ont pas voulu écouter. Mais c'est vrai aussi que nous avions des fréquentations en dehors, mais c'était dans le milieu des déportés qu'ils se sentaient bien et entre eux. Voilà. Alors, c'est un point très intéressant. On nous dit que les rescapés voulaient parler, mais personne ne voulait les entendre. Et ça, tu confirmes? Absolument. Absolument. Ouais. Absolument. Surtout mon mari. Mon mari a été déporté de Pologne. Tout de suite après sa bar mitzvah, il est sorti, c'était un homme. 4 ans de déportation, il y a très peu de gens qui peuvent avoir supporté 4 ans de déportation. Ouais. Et donc, vous étiez un groupe d'amis qui avaient vécu la même chose, beaucoup de Juifs polonais d'ailleurs. Beaucoup, d'ailleurs, il y a une des filles d'un de nos amis, je ne sais pas si elle est là. Lise, elle est là? Tu es là, Lise? Voilà. Et nous étions bien dans ce milieu-là parce qu'on se comprenait. Et vous parliez en yiddish? Ah, on mélangeait. Français. On mélangeait. Moi, j'ai appris le yiddish d'abord avec mes parents, parce que les parents voulaient que les enfants ne comprennent pas certaines choses, et c'est comme ça qu'on a appris. Et puis après, dans les affaires, j'ai continué à apprendre, mais c'est vrai que c'était un peu mixte. Ça dépend des conversations.
Alors, comme tu l'as rappelé, nous sommes amis et tu nous as amusé récemment lorsque tu disais, parce qu'on vit comme une période difficile aussi en Israël en ce moment. Certains comparent certains aspects avec la Seconde Guerre mondiale et puis d'autres disent mais non, il n'y a aucun rapport. Et toi, tu nous dis mais c'est pas une guerre que vous vivez, c'est pas sérieux, il y a à manger. Hein, tu confirmes que ce qu'on vit, c'est rien du tout ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. C'est peut-être une guerre quand on reçoit, je ne sais pas, dans le nord ou dans le sud, mais ici, les restaurants sont pleins, les cinémas sont pleins, les boutiques, les supermarchés, c'est l'abondance, mais il y a quand même cette espèce d'appréhension de la... Pardon? Oui, pour les otages, effectivement. Ben oui, mais là, j'en viens. J'ai perdu le fil du coup. J'ai perdu le fil du coup. La comparaison. C'est vrai que quand il y a eu le 7 octobre cette Shoah, oui, c'est un pogrom. En fait, pour moi, c'est un pogrom. Ce pogrom, je me suis adressée à mon mari, moi qui ne suis pas croyante d'ailleurs, je lui ai dit heureusement que tu n'es pas là, parce qu'il n'aurait pas supporté cette chose-là. C'est vraiment... On n'aurait jamais pu penser qu'une chose comme ça pouvait arriver. C'est impensable et très difficile à digérer, parce que nous étions... J'ai l'habitude de comparer Israël à des James Bond. On sait tout, on voit tout. On n'a rien vu pendant 20 ans. On a creusé des tunnels. Et il y a plus de tunnels à Gaza que dans le métro de Paris. J'en veux beaucoup à Israël. J'en veux beaucoup à Israël. C'est une négligence impardonnable. Alors, quand même, on peut faire certaines comparaisons. Et on dit qu'en Israël, les Israéliens sont tous traumatisés, plus ou moins. Plus ou moins. Et ce qu'on pourrait apprendre de vous, de votre génération, c'est comment on reprend justement cette force, cette résilience que vous avez montrée, comment on fait pour vivre après une tragédie. Alors, cette résilience, d'ailleurs, c'est même impensable parce qu'il n'y avait pas de psychologue, il n'y avait pas de psychiatre. Maintenant, vous faites une toux, et on vous donne un psychologue pour que vous soyez bien dans votre peau. Là, tout le monde s'est reconstruit. Je pense que dans l'adversité, l'homme est beaucoup plus fort qu'on le croit, surtout les enfants, en fin de compte. Je pense qu'un enfant est très fort, qu'on ne se méfie pas assez d'un enfant. Un enfant voit tout, un enfant sait tout, un enfant comprend tout, et un enfant a une résistance incroyable. Alors, est-ce que tu te souviens, donc, toi, de ce que tu as pu faire, les forces que tu as pu trouver pour sortir de la guerre lorsque tu es... Je crois que ta maman est décédée après la guerre, c'est ça? Ta maman est décédée après la guerre. Elle est décédée 3 mois après la guerre. Voilà, sans doute... Elle pleurait tous les jours. C'était une femme qui était une mère, mais qui était surtout une femme. Et c'était certainement un couple très, très proche. Alors, en tant que jeune orpheline, comment tu as fait avec ta sœur? Tu étais avec ta sœur? Je suis orpheline avec ma sœur. Il y a un tuteur qui est nommé avec un sobriquet tuteur. Et je suis encore scolarisée. Mon tuteur me dit « Tu vas commencer à travailler ». À 13 ans, il me met à la machine. Et je commence à travailler. Ma sœur est envoyée dans la Sarthe pour pouvoir passer son certificat d'études. Et moi, il fallait déjà que je commence à gagner mon pain. Alors, dans le livre de ton mari, Jost Estiller, il parle à la fin, dans l'épilogue, de son coup de foudre. Je veux juste vous lire les quelques phrases, parce que... En 1948, à l'atelier de fourrure où je travaillais d'abord comme simple cloueur puis comme mécanicien, je rencontrais une jeune fille nouvellement embauchée, une jeune fille brune, aux yeux étincelants de vie. L'expression de son regard déclencha en moi un véritable coup de foudre. Ce jour-là, pourtant, ses yeux s'emplirent plus d'une fois de détresse, elle avait cassé plusieurs aiguilles
et craignait de perdre sa place. Je lui proposai de les remplacer et je saisis cette occasion pour lui faire un brin de cour. C'était une orpheline de 16 ans qui vivait avec sa sœur de 2 ans plus jeune. Elle avait perdu son père à Auschwitz et sa mère venait de mourir quelques mois plus tôt. J'étais bouleversé par son histoire et je me sentais si amoureux et si proche d'elle que je lui proposai très vite de m'épouser. Ouais, une belle histoire. Et il était un peu plus âgé, donc c'était un grand, lui. Oh, c'était un vieux, il avait 23 ans. Voilà. Voilà. Et donc il a fallu demander une autorisation spéciale, c'est ça, pour se marier? Il a demandé une autorisation. Il n'y avait pas de possibilité de se marier à l'époque avant 21 ans, la majorité à 21 ans. J'ai eu cette dérogation et à 17 ans, je me suis retrouvée à la mairie. Et je n'ai jamais regretté. Alors, est-ce que tu aurais un message à transmettre aux nouvelles générations? Un message aux nouvelles générations. Il faut être confiant. Je pense que l'être humain est beaucoup plus fort qu'on le croit. Dans l'adversité, on trouve toujours la force de retomber sur nos pieds. Malheureusement, je pense que nous tous, avons eu des problèmes, des parents, des arrière-parents, depuis la nuit des temps. Et je pense que ça nous donne une certaine force, une résilience et peut-être une force pour nous battre, parce qu'on dit toujours les Juifs se battent, les Juifs... Je pense que ça nous donne... C'est difficile à exprimer parce que on ne veut pas être trop pédant et il faut faire attention, surtout que c'est enregistré. Et je pense que nous avons quand même une force pour pouvoir nous régénérer, en fin de compte. Je pense que cette habitude fait que nous avons entendu nos parents, ou moi j'ai entendu mes parents qui parlaient de la guerre d'avant, qui était occupée, que la Pologne était occupée par les Russes, et déjà ils racontaient des pogroms. Donc je suis née avec ça. Je pense que même en Afrique du Nord, avec les dhimmis et tout, nous avons tous vécu avec une certaine idée de ce que nos parents ont vécu, et ça nous donne peut-être une certaine force. Moi, personnellement, je pense que ça m'a donné une certaine force. J'ai besoin de rien, j'ai besoin de personne, je me débrouille tout seul, j'ai l'habitude. Pour moi, c'est normal. Et au cours de ta vie, tu as fait beaucoup de volontariat, tu étais militante, ton mari était animateur à Radio J pendant des années, il avait une émission en yiddish. Là, d'ailleurs. Suzy est là, à Genberg. Ouais. Voilà, il a été à la création de Radio J avec Serge pendant 20 ans, avec un salaire mirobolant, comme d'ailleurs. Ils avaient tous des bons salaires, c'est-à-dire du volontariat. C'était ironique. Moi, j'ai été pendant 10 ans présidente de Naaman, femme pionnière à Paris. Et j'ai 3 crèches à mon nom en Israël. Et une ambulance. Et une ambulance. Est-ce que ce volontariat et cette générosité, c'est aussi une façon de... C'est de la résilience aussi? C'est normal. C'est normal. Je trouve que c'est normal. Quand on peut, c'est normal. On a oublié... tu voulais commencer par une phrase très forte et on a oublié de la dire dès le début. Donc on va la dire maintenant. Ah oui. Parce que tel que vous me voyez, j'ai l'air pas mal. Mais en fin de compte, je suis... Alors... J'ai l'air pas mal, mais en fin de compte, je suis ce que je n'aurais pas dû être. Je n'aurais pas dû être du tout ce que je suis, et je m'explique. J'ai été élevée chez les religieux catholiques, j'ai fait tout le parcours que je vous ai raconté. J'ai quitté l'école de très bonne heure, je me suis mariée très tôt. Si j'avais été élevée par mes parents, bourgeois, juifs, j'aurais certainement été scolarisée beaucoup plus, je n'aurais pas eu ce parcours, je ne me serais certainement pas mariée à 17 ans et je n'aurais pas travaillé à 13 ans. Donc j'aurais eu une éducation tout à fait différente. Est-ce que j'aurais été mieux? J'en sais rien. Est-ce que j'aurais été moins bien? Je n'en sais rien, mais ce que je suis, c'est pas ce que j'aurais dû être.
Merci.